Bonjour à tous. Je vais juste vous raconter pour démarrer, introduire cette conclusion, pardon, petite histoire personnelle. Pierre Gendron, Philippe Gendron sont mes enfants, mes grands-enfants, des jumeaux. Et puis, évidemment, comme beaucoup d'enfants, ils jouent à Minecraft. Ils jouent à Minecraft, donc plusieurs centaines de millions de gamins dans le monde jouent à Minecraft. On découvre évidemment en jouant à Minecraft qu'on peut se connecter à d'autres serveurs. Hein, voilà, hop, on peut aller chercher sur Minecraft, voilà, on peut jouer avec des serveurs. Et du coup, petite réaction, et nous, ça va, on peut monter notre serveur à nous? Oh bah, on va demander à Google, créer un serveur Minecraft. 339 000 résultats. Waouh, on a le choix, on va pouvoir faire des trucs. Super, comment on fait maintenant? Bon, regardez, sur YouTube. Oh, hosting MCP server with Nuggit. Ok, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? 18 000 vues. C'est un gamin qui a fait ça, hein, qui a fait la petite vidéo. Quand on voit la vidéo, on entend la vidéo du gamin. On voit qu'il n'a pas encore muet, quoi, hein, donc il a le même âge que mes gamins. Il explique en anglais comment on fait. Alors, papa, on parle pas anglais, on comprend rien. C'est pas grave. On va sur YouTube, on met les sous-titres, anglais généré automatiquement, traduction en français, c'est sous-titré. Le gamin, il n'a jamais sous-titré. C'est pas grave, c'est sous-titré automatiquement. Pas de souci. Bon, ok, d'accord. On récupère le code source. Le code source de quoi? Du serveur, hein, Nuggit. On va sur quoi? Sur GitHub. Hein, voilà. On se connecte. Page GitHub, on crée un compte, voilà, donc on est hop sur le répertoire Nuggit. Ok, super, alors donc on a 328 morceaux de code qui ont été déjà faits, on peut évidemment le downloader, voilà, on a toutes les versions en permanence à jour, etc. derrière. On a le truc, le vrai code source du code, bon, il n'y a plus qu'à le télécharger, on l'installe, etc. Sympa. On peut bricoler le serveur parce que c'est sympa, il fonctionne comme tous les autres, mais maintenant, ça serait sympa de faire des trucs un peu différents. On peut le bricoler, bien sûr. Pas de problème, on regarde, on a des forums, sympa. Bon, en point rue, un coup de temps en temps, on a des Russes hein, qui causent, c'est écrit en russe. C'est pas grave, hein, ça se traduit automatiquement, il n'y a pas de souci. Alors, on a plein de plugins comme ça qu'on peut télécharger, il n'y a pas de souci, et puis on les installe sur notre serveur. C'est sympa, on peut bricoler le serveur, il n'y a pas de souci. Et tiens, et si on fabriquait nos propres plugins? Ah, ce serait sympa. Pas de souci. On retourne sur GitHub, on cherche, hop, plugins, machin, creating plugins, hop. It is easy to make plugin. Et bien, si c'est easy, il n'y a plus qu'à cliquer. Et on clique et on fabrique des plugins. Alors, au passage, hein, on les fabrique, puis on les repartage, et puis après, la communauté s'en resserre, etc. C'est sympa, c'est rigolo. Alors, on a fait des labyrinthes en 3D qui s'autogénèrent, c'est très, très rigolo. Et puis voilà, bon, c'est très drôle. Fabriquer nos propres... Après, grande question. Papa, quand t'es pas là, ton ordi, il est éteint. Donc, on n'a pas accès au serveur. C'est pas grave. Bonjour Amazon. C'est gratuit. Oh, super. On peut aller créer un compte gratuit sur Amazon Web Services. On crée un serveur, puis on pousse le truc. Comment on fait? C'est pas compliqué. Il y a des tutoriels, 10 minutes de vidéo. Là, en plus, c'est en français. Alors, pour le coup, c'est pas difficile. Voilà. Bon, bref. Puis, je peux continuer. Après, on se rend compte que... Ah oui, alors là, c'est en live direct. Parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà. Donc, je me connecte à la console Amazon. Je m'y connecte. OK? Voilà, donc j'ai créé un serveur EC2. Puis là, je dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme truc? C'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a comme truc? Il y a plein de trucs. Oh là là! Oh là là! Oh, il y a plein de trucs. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, tiens. Recognition. C'est quoi ce truc? Ah, ben j'ai pas de connexion. Ça va revenir. C'est parce que mon câble n'était pas bien branché. On refait. Ça va revenir. Voilà. Je me console. Reconnaissance, Deep Learning, Based Image Recognition. C'est génial. Comment ça marche? Je peux faire quoi? Object and Scene Detection. Ah ouais, c'est sympa. Donc en fait, je prends une photo
Et puis, il me reconnaît, il me sort des mots-clés à propos des photos. Voilà, il voit sur cette photo-là qu'il y a un skate, c'est du sport, il y a un human, il y a des people, il y a des personnes. Ok, on peut même, je pense qu'il y a un parking, tiens, oui, il y a pas mal de bagnoles qui sont garées, tout ça. Tout ça, c'est reconnu automatiquement. C'est sympa. Puis en fait, bon, ça sert à quoi ça? En fait, j'ai des API. C'est gratuit. C'est fourni avec. Ça, c'est gratuit. Au bout d'un moment, ils finissent par faire payer, hein, quand même. Hein, il faut bien qu'ils gagnent de l'argent. Mais pour démarrer avec les enfants, c'est gratuit. C'est gratuit. Alors, voilà, pricing, hein, c'est marqué là. OK, pricing. OK. Alors, bon, alors nous, est-ce qu'on est en USA? Ah, on est en UE. Hein, c'est mieux. Ah, ben, c'est le même prix. Alors, 1 dollar pour 1000 images reconnues. Grosso modo, à l'entrée du ministère, on fait un système avec le badge de reconnaissance faciale pour vérifier que c'est la bonne personne qui a le badge. 1000 personnes au ministère qui rentrent chaque jour. 1 euro par jour. Waouh! Là, c'est 1 dollar pour un premier million d'images par mois. Donc, c'est quand même pas très très cher. C'est assez impressionnant. Ça, non, mais moi, de toute façon, je serai en dessous du premier. Hein. Donc, je suis à 1000 images par jour. Donc, par mois, j'en aurai 30 000, quoi. Donc, je peux faire un système de badgeage avec la reconnaissance faciale à l'entrée du ministère pour 250 € pour la partie reconnaissance d'image. Ah oui. Bon, alors j'en ai pas parlé à mes gamins. Par contre, à mes gamins, ils se sont dit, mais tiens, on pourrait peut-être faire des petits robots avec papa pour Noël. Ça serait sympa d'acheter une petite carte Raspberry avec une petite caméra. Ça, avec la caméra, hop, elle prend des photos et puis elle permet de récupérer des images pour reconnaître. Voilà, reconnaître les gens. Alors bon, là, c'est évidemment une image de présentation, mais ça marche. Hop, on sait qui c'est, etc. Et ils arrivent à reconnaître. Alors le truc qu'on veut essayer, c'est de voir s'ils reconnaissent mes enfants qui sont jumeaux homozygotes. On va voir si ça marche ou pas. Mais bon, on n'a pas encore testé. Mais voilà, voilà pourquoi. Alors pourquoi cette histoire? L'idée, c'est voilà, c'est évident. On a un petit peu de vertige en regardant tout ça. Quand on s'amuse à tout ça, on regarde. Oula, en fait, ça va quand même très vite et on peut faire plein de choses. On n'a pas vu le quart du dixième, du centième, du millième de ce qu'on peut faire avec tout ça. Alors, ça prendrait un temps infini d'ailleurs d'explorer tout ça. Deuxième chose, c'est voilà ce qu'on imagine, ce qu'on peut imaginer encore parfois comme un fantasme. Truc, ouais, d'accord, voilà. En fait, c'est tout à fait disponible. Ça marche, c'est facile. Là, tout à l'heure, hein, on est connecté au data center irlandais d'Amazon. Si on veut créer une machine virtuelle, on clique, il faut 3 secondes, elle a des pétaflops de machin. C'est instantané, hein, il n'y a pas de... Voilà. C'est une réalité, je peux utiliser de la reconnaissance faciale, je peux reconnaître... Voilà, tout ça en API. Hein. Il y a juste à downloader des exemples de code. On peut aller faire fouiller si vous voulez, juste aller faire fouiller des trucs de code, des lignes de code, à réintégrer dans le truc, et voilà. Les enfants vivent là-dedans. Alors, les enfants, quels enfants? Ceux qu'on peut emmener faire cette histoire-là. Ça, c'est le challenge. C'est pas juste mes enfants que je voudrais qu'on emmène faire cette petite histoire. C'est tous les enfants qui suivent des cours en France. Alors déjà en France, alors dans le monde entier, n'en parlons pas. Mais au moins déjà en France. Au fond, c'est notre job. Donc voilà, ça c'est un des challenges, c'est d'amener chacun des enfants. C'est-à-dire que le delta va être énorme entre les enfants qui vont avoir la capacité à aller fabriquer ça, à aller fabriquer cette histoire, à aller vivre le fait que, ok, on est capable dans un forum de discuter avec... C'est pareil sur GitHub, hein, je ne vous ai pas montré qui travaille sur Nokit, mais bah voilà, c'est un Brésilien, c'est des Singapouriens, des Russes, etc. On n'a pas encore trouvé de Français, mais il y en a peut-être. Tout le monde ne dit pas d'où il vient, donc on ne sait pas toujours. Et cette richesse-là, cette capacité à aller chercher, cette capacité à aller fabriquer parce que c'est pas très compliqué, c'est assez impressionnant. La question, pourquoi raconter ça maintenant aussi en conclusion, c'est si mes enfants, c'est des enfants, les miens, mais tout un tas d'autres, vous avez vu, hein, 18 000 gens qui ont regardé, c'est pas anecdotique, quoi. Pourquoi ce que les enfants peuvent faire, pourquoi nous on pourrait pas le faire dans nos systèmes d'information, la façon dont on fabrique nos systèmes d'information, la façon dont on travaille ensemble, dans la façon dont on raisonne ensemble. Il n'y a aucune raison objective
qui fait que c'est différent, ça devrait être différent chez nous de l'extérieur. Les questions de sécurité, c'est géré, c'est gérable. Il y a tout un tas de dispositifs qui permettent de le gérer. Voilà, il n'y a aucune bonne raison aujourd'hui valable pour ne pas faire. Aussi, pourquoi parler de ça? Parce que on ne parle pas de technologie derrière. On en parle un peu. On a besoin de la technologie. La technologie qui est sous-jacente, elle est extraordinairement puissante. Et c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est comment cette technologie, elle va irriguer notre façon de faire, notre façon de penser, notre façon de voir, et finalement la façon de voir de nos enfants. Et ce que nos enfants vivent et vont vivre, bah, ça va changer un petit peu leurs attentes par rapport au service public qui va être rendu. Je pense qu'effectivement, des enfants qui ont vécu ça, mais des milliards d'exemples, encore, où on peut aller beaucoup plus loin, auront un tout petit peu de mal à comprendre pourquoi, par exemple, on se dit, avec le règlement européen, qu'il faudrait que la responsabilité sur le numérique soit à partir de 16 ans. Grosso modo, c'est le projet, enfin, c'est le règlement européen, il a déjà été pris, puis voilà, en France. Est-ce que c'est raisonnable de dire, voilà, finalement, de priver les enfants de tout ça, parce que finalement, oulala, c'est trop dangereux, tout ça. Vaudrait mieux les préserver de tout ça. Alors qu'en fait, en réalité, c'est là que se joue leur avenir. C'est une vision, voilà, c'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre façon d'interagir, c'est une autre façon d'apprendre. Voyez ce que les enfants sont capables de faire après, derrière. Ils sont capables de gérer des projets, ils sont capables de collaborer avec des gens à l'autre bout du monde. Ils sont, et en vrai, c'est pas juste pour de faux, quoi. Ça, c'est vachement important. Alors demain, chez nous, dans nos projets, est-ce qu'on est prêt à la transversalité? Est-ce qu'on est prêt effectivement à aller travailler comme ça, avec des gens d'un peu partout, tout simplement parce qu'ils ont envie de travailler sur le sujet dans lequel on a envie, et parce qu'ils ont des compétences, parce qu'ils ont envie de travailler là-dessus? Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à un certain niveau d'ambition? Un niveau d'ambition, c'est quand même vachement important. Dans certains gourous, alors pardon, c'est vrai qu'on prend souvent, et j'ai pris exprès en référence des GAFAM, merci. Des GAFAM, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils portent cette culture de la transformation de la société. Alors, c'est à la fois intéressant et puis c'est challengeant, parce que au fond, jusque-là, la culture de la transformation a plutôt été portée par le politique, par la société civile, etc. Là, en fait, on a des entreprises du numérique qui essayent de porter un enjeu de transformation. L'Ambition est une de ces entreprises qui a un certain nombre de principes managériaux. Et un qui dit justement, c'est que penser petit est une prophétie autoréalisatrice. Grosso modo, si on pense petit, eh ben on va faire petit, il n'y a pas de problème, on y arrivera. Alors que penser grand, c'est plus intéressant, ça nous porte plus loin, c'est quelque chose qui va nous amener plus loin. Donc l'ambition, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il faut penser grand, sinon... alors après, penser grand, après, il faut parfois agir plus petit pour démarrer. Ça, c'est un autre sujet. Mais penser grand, penser quelque chose qui est capable de servir tout le monde, qui est capable d'aller loin, c'est absolument essentiel. Est-ce qu'on est prêt à la prise de risque ? Est-ce qu'on est prêt à la prise de risque? La prise de risque, c'est un moment de dire chiche, c'est pas grave, on y va. Le pire, c'est de ne pas décider. Le pire, c'est de ne pas décider. Ou de mettre un an à décider un truc qui, de toute façon, prend 3 mois à faire. Ou 3 semaines, ou 3 jours. Ça, c'est terrible. La prise de risque, le fait de savoir décider vite, même si on n'a pas tous les éléments. Parce que de toute façon, réunir tous les éléments, on sait que ça prendra plus de temps que de réaliser et plus de temps que faire. Finalement, en tant que tel, c'est un risque supérieur à celui qu'on fait. C'est pas évident. Est-ce qu'on est prêt à bousculer les choses établies au profit de l'innovation? Et puis son petit copain qui va avec. Sommes-nous prêts à bousculer les choses pour satisfaire d'abord et avant tout l'utilisateur final? L'utilisateur final, dans son intérêt général, bien sûr,
Mais l'intérêt général, je pense qu'on le porte tous, d'une manière générale. On a envie de le porter, l'intérêt général. L'utilisateur final, c'est vraiment un réflexe, c'est vraiment une façon de penser les choses qui est fondamentalement différente. Est-ce qu'on est prêt à se dire, alors pardon, je sais que c'est pas évident, mais est-ce qu'on est prêt à se dire, on va d'abord prototyper, on va d'abord construire un début de système, c'est sur la base de ce truc-là, de cette interaction-là, qu'on va le tester avec les utilisateurs, et après, on va mettre les arrêtés, les décrets, les trucs comme ça qui vont cadrer tout ça, qui vont encadrer. C'est normal, on est dans un monde qui est juridique. Il n'y a pas de souci, c'est une protection qui est importante pour les citoyens. Pas en train de remettre ça en cause. Mais c'est quand même plus facile de discuter de l'interaction du système quand on est libre, et puis ensuite mettre le cadre juridique qui va avec, plutôt que l'inverse, parce qu'on se prend toujours les pieds dans le tapis là-dedans. Alors, ça, est-ce qu'on est prêt à ça? Sommes-nous prêts à ça? Ça, c'est ce qu'il faut que chacun se pose comme question au quotidien, dans son action, dans la façon dont on interagit ensemble. Est-ce qu'on est prêt à la transversalité? Ça veut dire, est-ce qu'on est prêt à interagir avec quelqu'un qui est à l'autre bout de l'organigramme d'un autre truc? Et alors, si c'est la bonne personne, si c'est la personne qui connaît, si c'est la personne qui sait, c'est quand même beaucoup plus pratique que d'aller passer par toutes les chaînes diverses et variées. Par exemple, est-ce qu'on est prêt au quotidien à faire ça? Est-ce qu'on est prêt au quotidien à se dire c'est quoi l'ambition à terme, celle qu'on a envie d'atteindre, et puis après de mettre en place les conditions pour réussir, mais d'y aller vraiment. Est-ce qu'on est prêt à faire cette prise de risque, de se dire à un moment, oui, on n'a pas tous les éléments, mais on y va, puis on verra bien dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, on réévaluera la situation, et puis peut-être qu'on décidera autrement, mais peut-être qu'on aura gagné 3 mois. Voilà. Voilà, alors... Ce sont des éléments qui sont, voilà, sont des éléments de réflexion, sont des éléments qui sont importants. On a vocation à poursuivre effectivement le travail qui est là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas l'alpha et l'oméga de notre réflexion et de notre transformation. C'est un point de rencontre qui est important. J'espère que on partage beaucoup de choses qui se sont dites aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de travaux qui se sont faits pendant les ateliers et pendant toutes les réflexions. D'abord, je souhaitais vraiment vous remercier tous pour ce travail. Merci beaucoup aux intervenants qui ont donné de leur temps, de leur envie de transformer. En fait, c'est ça, cette énergie de transformation, cette énergie positive, ils nous ont transmis ça, ils nous ont transmis leur vision, cette volonté, c'est important, on a besoin de se nourrir de ça. Et j'espère que chacun repartira avec finalement ce mandat d'aller poursuivre cette transformation chez lui, d'aller porter à l'échelle de sa structure, de son envie, et bien de prolonger ce discours. Je vous remercie tous, je remercie les intervenants, et puis je crois qu'il faut remercier tout particulièrement Christelle. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de monde qui est intervenu, mais Christelle, voilà. Christelle qui a porté effectivement ce séminaire. Ça a été pas toujours facile, voilà, mais je crois que ça s'est très bien passé. Voilà, et voilà, les applaudissements en tout cas montrent que tout le monde est voilà, content et heureux de ce que tu nous as tous apporté. Voilà, donc un grand merci. Voilà. Et merci à tous, et puis voilà, c'est fini.